Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre une proposition de loi adoptée la semaine dernière. Ce texte facilite le placement en rétention des demandeurs d'asile dublinés, c'est-à-dire relevant d'un autre pays européen, malgré les critiques de l'opposition qui a dénoncé un texte inique adopté en décembre dans une version initiale par l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi vise à lever les obstacles posés par la Cour de cassation qui a estimé illégal en septembre dernier le placement en rétention des étrangers sous procédure Dublin, en l'absence de définition précise du risque de fuite dans la loi. Il s'agit donc en fait de combler un vide juridique en définissant ce risque de fuite. C'est ce qu'a expliqué Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Voilà, donc tout de suite je vous propose de suivre les débats en séance. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale permettant une bonne application du régime d'asile européen. Je vous rappelle que la discussion générale est close. Nous passons à la discussion des articles. Sur l'article 1er, j'ai une demande de prise de parole de la part de M. David Assouline, qui n'est pas là. Nous allons passer donc à Pardon ? Madame Robert, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaitais effectivement, avant de commencer à examiner les amendements de cette proposition-là, vous dire quelques mots sur les centres de rétention administrative. Nous sommes, mes collègues du groupe le rediront à travers leurs amendements, fermement contre cette proposition de loi, contre ses principes même, ses fondements, parce qu'elle porte atteinte aux droits et aux libertés individuelles, mais au-delà de ça, sur les conséquences qui pourraient être extrêmement délicates dans la mise en œuvre de ces dispositions. Et si je parle des CRA, c'est parce qu'aujourd'hui, nous le savons, la situation dans les CRA est extrêmement délicate. Ils sont surchargés. Il n'y a plus de place pour avoir passé plusieurs heures dans le CRA de mon département il y a quelques semaines. J'ai pu mesurer à la fois que depuis octobre dernier, on le sait, depuis Marseille, il y a eu un afflux vraiment important de personnes mis dans les CRA qui met à la fois les équipes gestionnaires de ces CRA dans des difficultés, car on le sait, le juge des libertés de la détention, forcément après les libère au bout de 48 heures, et ça fait forcément des mouvements de va-et-vient qui font qu'à un moment, au-delà de la saturation des places, il y a vraiment une gestion extrêmement délicate de ces personnes. Et je voudrais simplement attirer l'attention du gouvernement et de mes collègues à la fois sur la situation dans les centres de rétention, mais aussi sur les conséquences qui pourraient être aggravées par la mise forcément en application de cette proposition de loi, car forcément, et je terminerai là, il y a un problème de sous-effectifs, de sous-dotation et de moyens aujourd'hui qui peuvent vraiment atteindre à la dignité de ces personnes accueillies. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie, chers collègues. Nous allons à présent examiner les amendements. Nous avons 2 amendements identiques de suppression. L'amendement 1 rectifié bis qui sera défendu par Monsieur Lecomte. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 1er, c'est l'article essentiel de ce texte et par conséquent, je crois que ce n'est pas la peine de reprendre l'ensemble de la discussion générale à cette étape du débat. Je dirais simplement que grâce au travail du groupe RDSE, il y a un détail plus précis des différentes remarques techniques que nous pourrons discuter plus précisément après, parce que vous avez effectivement découpé les différentes difficultés que pose ce texte, et je crois que la discussion le mettra bien en évidence. Il ne sert à rien de répondre aujourd'hui à un schéma du règlement Dublin qui, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fonctionne pas, et qui est absolument en rupture avec tout notre état de droit, en termes d'enfermement des personnes, car c'est la première fois que les personnes seront, parce qu'elles sont demandeurs d'asile, enfermées sous prétexte qu'elles sont susceptibles d'être sous règlement Dublin. Je crois que
ça n'est pas correct en termes de droit et que ça n'est pas non plus conforme et en lien avec l'ambition que nous avons pour essayer de porter une politique d'asile européenne qui doit conduire notre pays à être exemplaire en la matière et à ne pas renverser les choses en mettant la responsabilité de l'ensemble de la politique d'asile européenne sur les autres partenaires, mais pas sur nous. Monsieur Lecomte, pour l'amendement numéro 26, Madame Benbassa, vous le défendez? Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, à l'instar de mes collègues du groupe socialiste, cet amendement de suppression ainsi que ceux qui suivront viennent marquer notre profond désaccord tant avec l'esprit que la lettre de cette proposition de loi. Permettez-moi une première remarque sur le timing. Examiné et probablement adopté à quelques semaines des débats sur le projet de loi Asile et immigration, cette PPL ne fera l'objet ni d'avis du Conseil d'État, ni d'études d'impact. Elle permettra en revanche rapidement de placer en rétention nombre de personnes demandeurs d'asile. Priver de liberté des personnes en situation régulière sur le territoire français, mes chers collègues, est contraire à nos principes fondateurs et viole sans nul doute l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Comme l'observe Amnesty International, dont nous partageons les préoccupations, le texte cherche à sauver le règlement Dublin en le renforçant, alors que ce dernier, depuis des années, se révèle vain, inéquitable et inefficace. Comme l'observe De surcroît, la proposition de loi porte gravement atteinte au droit d'asile lui-même et au respect des obligations internationales de la France à cet égard. Elle vise en effet à placer en rétention des personnes dont les empreintes apparaîtraient dans le fichier Eurodac avant même qu'elles aient pu enregistrer leur demande d'asile, bafouant ainsi un droit fondamental. Peut-on sans sourciller voter un texte d'une telle nature? Nous ne le pensons pas, bien entendu. Nous ne sommes d'ailleurs pas totalement isolés, puisque en dehors des ONG internationalement reconnues et des très nombreuses associations qui dénoncent les dérives de ce texte, le défenseur des droits lui-même n'a pas eu de mots assez forts pour dire sa préoccupation à l'égard de cette PPL que je cite « tend à faire prendre à l'histoire de la rétention administrative des étrangers un tournant sans précédent ». Fin de citation. Merci. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements? Merci Madame le Président. L'avis de la Commission pour les deux amendements, c'est-à-dire le numéro 1 et le 26, est évidemment un avis défavorable. Je rappelle brièvement les choses. Accepter de voter ces amendements reviendrait à priver ni plus ni moins l'État français de pouvoir faire respecter les accords de Dublin. Nous avons évoqué dans la discussion générale ce qu'il en était et les enjeux qui étaient portés par ce texte. C'est la raison pour laquelle la Commission des lois a émis un avis défavorable. Je rappelle rapidement que ce texte apporte une réponse limitée à un problème qui est urgent, nous l'avons déjà dit, que ce texte respecte les accords de Dublin 3, il n'y a pas de difficulté là-dessus, et que par ailleurs, il rappelle ou renforce un certain nombre de garanties pour ceux qui bénéficient du statut de Dublin. Je redis, avis défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Je vais, sur ce point comme dans d'autres, suivre le rapporteur. En effet, si on peut penser qu'il doit y avoir une refonte du droit d'asile au niveau européen, on sait que le paquet asile ne va pas être adopté immédiatement. Et donc, il serait pour notre pays totalement impossible de faire en sorte que de manière unilatérale, nous n'ayons plus le droit d'éloigner un certain nombre de personnes qui ont été, par exemple, déboutées du droit d'asile en Allemagne. Je rappelais qu'en Europe, il y a à peu près 500 000 personnes qui ont été déboutées du droit d'asile. Si demain ils venaient en France et que nous ne puissions plus
les éloigner, évidemment, ça serait une situation qui serait catastrophique. J'ai vu que Madame Sylvie Robert s'inquiétait sur le fait qu'on ne puisse plus aujourd'hui placer des étrangers dans les centres de rétention administrative. Alors, je vais lui donner satisfaction. Nous allons ouvrir 200 places d'ici la fin du mois et nous en ouvrirons encore 200 supplémentaires d'ici la fin de l'année. Donc, son vœu sera satisfait. Et donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je pourrais presque entendre ce que Monsieur le Ministre dit sur une personne qui a eu la possibilité d'avoir une demande d'asile étudiée en Allemagne et qui se voit déboutée. Il a choisi l'Allemagne et puis l'Allemagne lui dit non. Bon. Là, ça veut dire qu'il est important de travailler pour que la réforme de l'asile au niveau européen permette une reconnaissance mutuelle des décisions. Mais pour cela, il faut aussi que les différentes agences chargées de l'asile dans les différents pays convergent. Mais là où je ne peux pas accepter les choses, c'est lorsqu'on ne fait pas la différence entre une personne qui a eu une demande d'asile étudiée en Allemagne, et d'ailleurs, même dans ce cas-là, on peut considérer qu'une nouvelle demande est légitime si de nouveaux éléments se présentent pour sa situation et pour la situation du pays. Mais là où je ne l'accepte pas, c'est lorsque la personne est arrivée en Italie ou en Grèce, et où elles sont enregistrées aujourd'hui non pas au titre d'une première demande d'asile, mais au titre qu'elles ont été constatées comme entrant sur le territoire de l'Union européenne. Pourquoi cela? Parce que maintenant Frontex fonctionne et enregistre la plupart des personnes qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne. Et que si nous voulons affirmer et être du côté de ceux qui veulent une politique de l'asile solidaire, nous ne pouvons pas aujourd'hui être dans la posture qui consiste à dire, puisque maintenant Frontex enregistre tout le monde en Grèce et en Italie, et peut-être demain en Espagne, parce que ça monte un peu du côté espagnol aussi, eh bien que ce soit ces pays qui étudient toutes les demandes d'asile, et nous allons renvoyer tout le monde. Ça, je crois que c'est profondément anti-européen, et c'est la raison pour laquelle nous maintenons cette proposition de suppression. Merci, Monsieur Lecomte. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par la Commission sur les amendements numéros 1 et 26. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable. L'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 56 sur les amendements identiques numéro 1 rectifié bis et 26. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 335, nombre de suffrages exprimés 314, pour l'adoption 93, contre 221. Le Sénat n'a pas adopté ces deux amendements. Nous poursuivons avec l'examen de l'amendement 19 rectifié, défendu par Madame Coste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, l'article 1er prévoit que l'étranger est placé en rétention sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé. Or, aucune définition de la vulnérabilité ne figure dans l'article, ce qui laisse une grande marge d'appréciation à l'administration. Dans le cas précis de la procédure que nous examinons aujourd'hui, qui vise à placer en rétention administrative des personnes demandant l'asile à partir d'un simple faisceau d'indices, il m'est paru nécessaire que la vulnérabilité soit strictement prise en compte par l'autorité administrative en charge de la décision de placement. L'article 744-6 du CESEDA décrit l'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile par les agents de l'OFPRA afin de leur donner des soins spécifiques notamment. Le texte vise précisément les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves ou de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles, telles que des mutilations sexuelles féminines. Il me semble que ces critères sont sensiblement les mêmes que ceux qui devraient s'imposer aux administratifs au moment de la décision de placement. C'est pourquoi il m'est paru raisonnable de faire référence à l'article 744-6 du CESEDA.
Je souhaiterais que l'on m'indique où figure la définition de la vulnérabilité des personnes concernées par le placement en rétention avant qu'une décision de transfert soit prise contre lui. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la Commission? Oui, Madame le Président, je voudrais rappeler que l'objectif de cet amendement, qui est déposé par notre collègue Josiane Costes, vise à préciser le critère de vulnérabilité à prendre en compte avant le placement en rétention d'un dubliné. Je demande soit le retrait de cet amendement, sinon c'est un avis défavorable et je m'en explique. Nous partageons évidemment l'objectif qui est poursuivi, mais en revanche, nous pensons, en tous les cas la Commission pense, qu'il y a une confusion ou un risque de confusion. En effet, l'amendement vise les dispositions de l'article 744-6 du CESEDA qui concerne l'examen de la vulnérabilité dans les lieux d'hébergement des demandeurs d'asile. Or, en la circonstance et dans le texte, nous n'analysons pas la vulnérabilité de la même manière dans un centre de rétention administrative et dans un lieu d'hébergement. Les choses sont différentes, tout simplement car les risques encourus par les personnes ne sont pas les mêmes. Pour la rétention, l'examen de la vulnérabilité est décrit en fait à l'article L. 553-6 du CESEDA, que nous avons d'ailleurs enrichi dans ce texte à travers l'alinéa 21 de l'article 1er de notre proposition de loi. Il semble donc, de mon point de vue, préférable de procéder de la manière dont nous avons engagé les choses avec la Commission pour éviter toute confusion et garantir la protection des personnes vulnérables en cas de placement en rétention. Je redis donc que c'est une demande de retrait, Madame, ou un avis défavorable. Merci. Quel est l'avis du Gouvernement? Même avis, demande de retrait parce que cela, comme on vient de le dire, existe déjà, ou avis défavorable. Madame Costes, souhaitez-vous retirer votre amendement? Il est retiré. Très bien. Nous examinons l'amendement numéro 4 rectifié. Madame Costes? Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, tout simplement. Voilà. Merci. Quel est l'avis de la Commission? C'est un avis favorable. Il est favorable. L'avis du Gouvernement? Favorable. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis favorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Nous examinons l'amendement 5 rectifié. Toujours Madame Costes, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la solution que nous vous proposons ici est une solution médiane et raisonnable qui permet au gouvernement de continuer à agir comme il l'a fait jusqu'à présent avant la décision de la CJUE. L'objectif de cet amendement est simplement de faire en sorte que ne soient pas passés en rétention administrative des demandeurs d'asile sans la certitude qu'ils feront l'objet d'une procédure de transfert, ce qui est une nouveauté introduite par la PPL. En effet, le texte proposé par nos collègues de l'Assemblée nationale comporte le risque de placer en rétention des personnes éligibles à une protection internationale. Sommes-nous prêts à prendre ce risque? Pour y être prêts, il me semble que nous devrions d'abord être en mesure de l'évaluer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notre rapporteur a reconnu qu'il était difficile d'élaborer des statistiques nationales consolidées pour fixer une estimation raisonnable du nombre de dublinés susceptibles d'être ainsi mis en rétention, critère par critère, et que les capacités d'accueil actuelles des centres de rétention administrative ne suffiraient pas. Le placement en rétention administrative et les procédures de transfert sous escorte ont un coût foncier et d'encadrement non négligeable, a fortiori si l'administration choisit de placer des demandeurs d'asile dès leur demande et jusqu'à la réalisation du transfert. Dans les cas où l'État responsable se montre peu coopératif, ce qui reste trop fréquent selon le rapport, les durées de rétention pourraient être très longues. Je ne sous-estime pas les difficultés auxquelles font face les forces de l'ordre, mais je crains que l'existence d'une possibilité de rétention encore plus précoce ne conduise ces personnes à choisir un peu plus la clandestinité. Là encore, il ne s'agit pas d'entêtement, j'attends d'être convaincu plutôt que persuadé, et je pense que sur un sujet si grave, nous ne devrions pas nous contenter de conduire une politique au doigt mouillé. Merci beaucoup. Merci. Quel est l'avis de la Commission? Oui, Madame la Présidente, c'est un avis défavorable pour cet amendement numéro 5. Je m'en explique.
On a rappelé tout à l'heure que dans son avis du 19 juillet 2017, le Conseil d'État avait rappelé qu'en droit français, on ne pouvait pas placer un migrant sous statut Dublin en rétention avant la décision de transfert. L'État souhaite pouvoir le faire, c'est donc un des objets principaux du texte qui a été voté par nos collègues de l'Assemblée nationale, et on le comprend bien compte tenu de la situation que nous connaissons. Et il s'agit en toute hypothèse de prévenir tout risque de fuite. Je voudrais rappeler tout de même que si cette possibilité est ouverte, il n'en demeure pas moins que la durée totale de rétention ne pourra pas dépasser les 45 jours tels qu'ils sont prévus évidemment aujourd'hui. Je voudrais également rappeler à la Haute Assemblée que cette décision cette possibilité est parfaitement ouverte par les accords de le règlement de Dublin III, c'est important. Et le règlement prévoit également des délais de procédure raccourcis, que je signale, 30 jours pour transmettre la requête à l'autre État Dublin contre 60 à 90 jours en l'absence de rétention, ce dernier disposant alors d'un délai de 15 jours pour répondre, contre un délai de 60 jours si la personne n'est pas placée. Donc, avis défavorable. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Avis défavorable. Votre amendement tend à limiter le placement en rétention à l'étranger ou au demandeur d'asile qui s'est vu notifier une décision de transfert et donc de l'interdire pendant la phase de détermination de l'État responsable. Sur ce point, la proposition de loi ne fait que mettre en œuvre les dispositions de l'article 28 du règlement Dublin. En effet, pour garantir l'efficacité des transferts, le droit européen permet de placer en rétention l'ensemble des étrangers faisant l'objet d'une procédure Dublin, quelle que soit l'étape de la procédure. Donc notre législation nationale nécessitait d'être précisée sur les modalités de mise en œuvre de ces dispositions de manière à pouvoir les appliquer pleinement, et c'est ce que nous allons pouvoir faire avec donc l'adoption de ce texte. Avis défavorable. Madame Coste, souhaitez-vous maintenir cet amendement? Oui, je le maintiens. Très bien. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est le cœur du sujet, bien entendu, puisque finalement, soit on revient à la situation précédente, soit on aggrave totalement la situation, et c'est là que effectivement la rupture s'oppose, intervient, puisque on enfermerait des personnes sans avoir de décision relative à l'effet réel de l'ordre du ménage. Je vous remercie d'avoir, un peu dans la dentelle par rapport à nous qui avons dit c'est inacceptable, permis cette analyse. Ce qui est dommage, et je ne comprends pas, Monsieur le Ministre, parce que nous savons qu'il y a des États qui peuvent être responsables mais qui sont totalement défaillants et vers lesquels on ne peut pas renvoyer. Eh bien, avec ce que vous proposez, n'importe quel Dubliné, même lorsqu'il serait finalement dubliné vers un pays qui est complètement défaillant et vers lequel on ne peut pas renvoyer, eh bien, il serait privé de liberté. Croyez-vous vraiment que, compte tenu de ce que nous disait tout à l'heure notre collègue Sylvie Robert sur la surcharge en CRA, qu'il est indispensable de priver de liberté des gens dont, finalement, qu'on ne pourra de toute façon pas éloigner? Le principe de Dublin, Monsieur le Ministre, si ils sont actuellement en renégociation, c'est bien parce qu'ils ne fonctionnent pas. Ce n'est donc pas la peine de s'acharner à priver des gens de liberté pour finalement essayer de faire fonctionner quelque chose qui notoirement ne marche pas. On renvoie des gens vers la Grèce, une personne serait dublinée en Grèce, avec le système actuel, eh ben, elle pourrait être simplement enfermée jusqu'au moment où on constatera qu'on ne peut pas la renvoyer. Je crois que c'est totalement inutile, c'est indigne, on ne peut pas faire ça de cette manière-là. Enfin, il faut quand même proposer des dispositions qui tiennent compte de la réalité de la situation en Europe aujourd'hui. Il y a des défaillances et on ne peut pas faire comme si tout allait bien. Merci. Madame Goulet, pour explication de vote. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous parlons de sujets qui sont quand même des sujets extrêmement lourds. Et depuis ce matin, on parle de dubliner. Alors, je dubline, tu dublines, nous dublinons. Je pense qu'il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie.
Et je pense que ce sont des personnes, des demandeurs d'asile, des individus qu'on va mettre en rétention ou pas, selon les règles qui seront appliquées. Mais je pense que dans cet hémicycle, alors que les débats sont en direct, je pense que nous devons quand même marquer au moins un peu de respect si le texte alourdit sensiblement les dispositifs. Sur ce sujet important, je pense qu'on devrait utiliser un vocabulaire approprié. Et je ne crois pas que décliner Dublin en soit parfaitement l'exemple. Voilà. En ce qui concerne l'amendement, je comprends bien ce qui a été dit. Je ne partage pas la position. Je ne voterai pas cet amendement. Mais en attendant, j'aimerais qu'on arrête de dubliner dans cet hémicycle. Merci Madame Goulet. Madame Benbassa pour explication de vote. Ah oui. Oui, ce n'est pas nous qui avons inventé ce terme. Je voudrais seulement dire que le groupe CRCE soutient l'amendement de Madame Coste pour les raisons qui ont été déjà évoquées par vous et aussi par notre collègue Lecomte. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 5 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous examinons à présent l'amendement numéro 6 rectifié présenté par Madame Coste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Cet amendement vise à prendre en considération les voies de recours qui existent devant les juridictions de l'État responsable dans l'évaluation du risque de fuite d'un demandeur d'asile en vue d'une procédure de transfert. En France, par exemple, près de 17% des décisions de refus d'octroi d'une protection de l'OFPRA ont été annulées par la Cour nationale du droit d'asile en 2017. On peut considérer que le risque non négligeable de fuite est établi dès lors que le demandeur d'asile perd l'espoir d'une acceptation de sa demande. Tel n'est pas le cas des personnes ayant introduit un recours contre une décision de refus. Cet amendement vise également à protéger l'autorité de la chose jugée des juridictions de nos partenaires européens, une notion importante dans un État de droit à laquelle beaucoup d'entre nous sont attachés. Cela vise à ne pas exposer des personnes qui se verront in fine accorder l'asile à des mesures de rétention administrative et de limiter celles-ci aux cas les plus évidents dans l'esprit de l'article 28 du règlement de Dublin III. Quel est l'avis de la Commission? Madame le Président, c'est un avis défavorable. La Commission comprend bien l'objectif de l'amendement numéro 6, mais nous n'en partageons pas la finalité. Je voudrais rappeler peut-être à l'Haute Assemblée que cet amendement interdirait le placement en rétention en France d'un migrant sous statut Dublin, débouté du droit d'asile, mais n'ayant pas épuisé les voies de recours devant la juridiction de l'État membre responsable de l'analyse. Je rappelle toutefois que l'objectif du règlement Dublin III, un seul État, on l'a redit ce matin, membre est responsable de la demande d'asile. Dès lors, un demandeur d'asile qui a déposé une demande en Allemagne, par exemple, doit rester dans cet État, même si sa demande d'asile est rejetée en première instance. D'ailleurs, s'il se rend dans un autre pays, en France par exemple, après avoir été débouté en Allemagne, il se sait alors dans l'illégalité et pourrait donc être tenté de fuir le territoire national. Enfin, la proposition, évidemment, de loi ne prive pas l'étranger de recours sur le dépôt de sa demande d'asile. Et dans le cas précité ou l'exemple donné, ce recours doit être examiné par l'Allemagne et non par la France. C'est la raison qui a motivé l'avis défavorable de la Commission. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis défavorable. En effet, l'épuisement des voies de recours n'a aucun lien avec la définition du risque non négligeable de fuite. Ce critère ne figure pas au nombre de ceux exigés par les règlements Dublin pour déterminer la responsabilité d'un État membre pour le traitement de la demande d'asile. Enfin, les voies et délais de recours contre la décision de refus d'octroi d'une protection internationale relèvent des dispositions de la directive procédure et sont sans effet sur l'application du règlement Dublin. Donc, avis défavorable. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Lecomte. On peut débattre de l'alinéa 6, mais c'est quand même étonnant dans un cas comme dans l'autre de considérer que, sous prétexte qu'une personne a été déboutée, que ce soit définitivement ou pas dans un État,
on considère que ça fait partie de la définition du risque de fuite, dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est étonnant. Dans tous les cas, cet alinéa est étonnant. Voilà, le débat sur est-ce que c'est après toutes les voies de recours ou pas, c'est autre chose. Mais là, dans tous les cas, on ne peut pas accepter cette définition du risque de fuite. Donc, au moins, nous soutenons par principe pour cela. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je mets aux voix l'amendement 6 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous examinons à présent l'amendement numéro 8 rectifié, présenté par Madame Coste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, la liste des critères à la base retenus pour établir le risque non négligeable de fuite a été étoffée lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Parmi ces critères figure celui pour le demandeur d'asile de s'être soustrait à des mesures d'éloignement de droit commun. Le rapport de M. Buffet montre que l'application de la procédure de transfert permise par le règlement Dublin est progressivement montée en puissance vers 15%, puis 30% des demandeurs d'asile sur notre sol. Par souci d'efficience administrative, plus que d'efficacité, nous considérons que dans l'intérêt des demandeurs d'asile, des forces de l'ordre chargées d'appliquer ces mesures et une fois encore des contribuables, l'autorité administrative devrait s'astreindre à ne pas multiplier les fondements d'expulsion d'un demandeur d'asile et s'employer à utiliser les procédures qui lui sont propres, le transfert vers l'État responsable quand la France n'est pas l'État responsable et les autres mesures de droit commun une fois la décision définitive de rejet prononcée quand la France est l'État responsable. Nous craignons donc que la reconnaissance de la non-soumission à une autre mesure d'éloignement comme indice de l'existence d'un risque non négligeable de fuite en vue d'une procédure de transfert ne conduise dans le premier cas à disperser inefficacement l'action du gouvernement. Pour paraphraser Montesquieu, c'est l'idée de veiller à ce que les actes administratifs inutiles n'affaiblissent pas les actes administratifs nécessaires. Merci. Quel est l'avis de la Commission? Madame la Présidente, c'est un avis défavorable, je m'en explique. L'objet de l'amendement qui est déposé est de supprimer toute possibilité de placement en rétention pour un migrant sous statut Dublin qui se serait lui-même soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Évidemment, nous y sommes défavorables, car une même personne, d'ailleurs, peut se voir imposer une obligation de quitter le territoire français, s'y soustraire, puis déposer une demande d'asile, alors qu'un autre État, en réalité, est responsable de l'examen de cette demande. Donc la loi doit prévoir, évidemment, de tels cas de figure. Nous savons tous que l'imagination peut être grande. Puis enfin, la notion de mesure d'éloignement doit être conservée. Elle est suffisamment large pour englober à la fois les OQTF, mais aussi les problèmes d'ordre public, comme les interdictions de circulation sur le territoire national et les expulsions pour motif d'ordre public. Avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement? Bien évidemment, le fait de s'être déjà soustrait à une mesure d'éloignement est bien la preuve qu'il existe un risque réel de fuite de la personne, ce qui évidemment justifie pleinement le placement en rétention. Avis défavorable. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix l'amendement 8. Madame Coste, est-ce que vous souhaitez le retirer? Oui, Très bien, il est retiré. Nous passons à l'examen de l'amendement 10 rectifié. Toujours Madame Coste. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, cet amendement est du même ordre que le précédent. Il vise à mieux distinguer les mesures relatives à l'éloignement des étrangers, que l'on appelle parfois les migrants économiques, et des spécificités relatives aux demandeurs d'asile. Cette proposition s'inscrit dans une réflexion plus générale sur l'organisation des dispositions du Code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. À long terme, il nous semblerait en effet utile que le CESEDA s'applique à mieux opérer la distinction entre ces deux catégories d'étrangers afin que les agents appliquent eux-mêmes cette distinction sur le terrain. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission? C'est un avis défavorable, je m'explique. L'amendement numéro 10 propose de remplacer, dans un des critères de risque non négligeable de fuite, la dissimulation aux fins de se maintenir sur le territoire français, qui est le texte actuel, par la dissimulation pour se soustraire à la détermination de l'État responsable de la demande d'asile. Évidemment, comme on l'a évoqué tout à l'heure,
Je préfère naturellement la rédaction prévue par la Commission des lois. Elle permet d'agir surtout contre des personnes qui ont recours à plusieurs procédures dilatoires afin d'éviter évidemment leur transfert et leur éloignement. Défavorable. Merci. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis que le rapporteur et pour les mêmes raisons. Madame Coste? Je retire l'amendement. L'amendement est retiré. Nous examinons l'amendement 9 rectifié. Madame Coste? Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. De notre point de vue, la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains constitue un objectif d'ordre public au moins équivalent à celui de la lutte contre le vagabondage d'étrangers sur notre sol. Il s'agit pourtant d'une réalité des migrations contemporaines, largement sous-estimée dans le traitement actuel des demandes d'asile et de l'immigration illégale, comme nous l'avons récemment évoqué lors du débat sur les mineurs non accompagnés. Le règlement de Dublin III est d'ailleurs muet sur ce point, à l'exception de son article 6, consacré aux garanties en faveur des mineurs. L'article 744-6 du CESEDA, consacré à l'évaluation de la vulnérabilité par les agents de l'OFPRA que je citais tout à l'heure, fait expressément référence à la traite des êtres humains. Cet amendement a donc pour objectif de contraindre l'administration dans ses démarches en présence de demandeurs d'asile à mieux prendre en compte cette réalité et ce dès le premier stade de la procédure. En effet, l'existence de réseaux de passeurs contribue incontestablement à accroître la mobilité des demandeurs d'asile dans l'Union européenne, distillant des informations erronées susceptibles de leur causer préjudice. Ils encouragent également les demandeurs d'asile, comme les migrants économiques, à franchir les frontières illégalement, plutôt qu'à recourir aux dispositifs légaux existants, tels que les visas humanitaires. La lutte contre la traite des êtres humains par des réseaux de passeurs devrait donc devenir une priorité en France et dans l'Union européenne. Merci. Quel est l'avis de la Commission? Je dois dire que je suis un peu embêté parce que je souhaiterais en réalité que notre collègue Madame Coste retire son amendement. Pour quelle raison? Parce que l'objectif qu'elle poursuit est juste et louable. Mais la loi le prévoit déjà, en réalité, et ses intentions sont satisfaites. D'une part parce que l'article impose déjà de prendre en compte la vulnérabilité des migrants sous statut Dublin avant toute décision de placement en rétention, c'est l'alinéa 4 de l'article 1er, ou pendant leur maintien en rétention, et c'est l'alinéa 21 de l'article 1er. D'autre part, le texte prévoit déjà expressément que l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pourra justifier à elle seule un risque de fuite et un placement en rétention. Et puis de façon plus générale, je crois qu'il faut rappeler les dispositions de l'article L316-1 du CESEDA qui permet d'octroyer un titre de séjour aux personnes portant plainte pour des faits de traite. Le titre de séjour est automatiquement renouvelé. C'est une avancée des derniers textes sur l'asile de mémoire, je ne sais plus si c'est 2010, 2011 ou 2015 que nous avions soutenu au Sénat. Le titre de séjour est automatiquement renouvelé pendant toute la durée de la procédure pénale. Enfin, les dispositions des articles 225-4-1 à 225-4-9 du Code pénal qui prévoient des peines allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et 3 millions d'euros d'amende en cas de traite des êtres humains. C'est la raison pour laquelle, sincèrement, je pense que vos intentions sont vraiment satisfaites par ces articles. Je préférerais le retrait plutôt que d'avoir à vous donner un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement? Je veux préciser à Madame Coste que le gouvernement lutte avec beaucoup de fermeté contre les réseaux de passeurs. Nous avons arrêté, démantelé cette année 300 réseaux de passeurs, dont 50 avec connexion internationale. Vous verrez, j'aurai l'occasion de vous le préciser lors de la présentation du projet Asile et Immigration. Je vous montrerai l'ensemble des procédés de fraude de ces passeurs et vous verrez que l'imagination est infinie et peut parfois être extrêmement cruelle. Donc je demande le retrait ou avis défavorable. Madame Coste? Je retire cet amendement. Merci. L'amendement 9 rectifié est retiré. Nous examinons l'amendement 12 rectifié. Toujours Madame Coste, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, de mon point de vue, le critère F est complètement hypocrite puisqu'il vise à permettre de placer en rétention des demandeurs d'asile sans solution de logement, donc à qui aucun logement n'a été proposé
contrairement à ce que prévoit le critère G ensuite. Cet amendement vise à souligner l'absurdité d'une disposition qui aurait pour effet d'encourager à la création de nouvelles places en centre de rétention administrative plutôt que des places d'hébergement normales. Je considère au contraire que l'augmentation des capacités des centres d'hébergement doit rester la priorité, ne serait-ce que pour pouvoir localiser au mieux les personnes ayant formulé une demande d'asile, ce qui n'est d'ailleurs pas contraire à la volonté du gouvernement de recourir à des assignations de résidence en vue d'un transfert. Ce serait respectueux de l'honneur des Français. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la commission? Oui, c'est un avis défavorable, Madame le Président, puisque l'objet de l'amendement, c'est de supprimer un critère de placement en rétention adopté par, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement. Et ce critère est important. Il vise plus précisément le cas des étrangers qui n'engagent pas une procédure de demande d'asile et ne sont donc pas éligibles au programme d'hébergement de l'OFII, mais qui se maintiennent sur le territoire national alors même qu'ils ont déposé une demande d'asile dans un autre État. Donc les préfectures, soyons clairs, doivent pouvoir placer ces personnes en rétention s'ils ne justifient pas évidemment d'une résidence effective ou permanente. L'avis est défavorable. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Je préciserai donc à Madame Coste que sous l'influence extrêmement positive de mon collègue Monsieur Mézard, l'hébergement d'urgence est passé en un an de 128 000 places à 143 000 places, soit 15 000 places supplémentaires, et que depuis 2012, il a été multiplié par 2. Donc vous voyez que le gouvernement, sous la houlette de mon collègue, fait des efforts absolument extraordinaires, mais évidemment, cet article est tout à fait nécessaire, et donc avis défavorable. Coste, est-ce que vous maintenez votre amendement? Oui, je le maintiens. Il est maintenu. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je rappellerai à notre rapporteur qu'il ne s'agit pas de lister des critères de potentielle mise en détention, en rétention. Il s'agit de définir le risque de fuite. C'est différent. Définir le risque de fuite et ne pas avoir d'hébergement est-il un risque de fuite? Enfin, quand même. Bien évidemment que ça n'a rien à voir. C'est peut-être plus difficile, effectivement, de savoir où la personne habite si elle n'a pas d'hébergement, mais ça n'est pas un risque de fuite en soi. Enfin, faut avoir raison gardée. Là, le règlement de Dublin, il ne vous demande pas de lister les conditions où on peut mettre en rétention une personne qui est sous règlement Dublin. Il vous demande, le cas échéant, de définir les risques de fuite. Or, à l'évidence, si vous n'avez pas de risque d'hébergement, vous n'êtes pas pour autant quelqu'un qui est en risque de fuite objectif. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, bien entendu, on ne peut pas faire autrement, si on comprend les choses, que de soutenir votre amendement, Madame. Y a-t-il d'autres demandes? Monsieur Richard, pour explication de vote. Je crois que le précédent orateur n'a pas une vision complète de la réalité. Le système à partir duquel une personne est prise en charge à son entrée sur le territoire français commence par un hébergement. Et donc les personnes dont on parle en réalité, ce sont des personnes qui sont entrées dans un hébergement offert sous l'égide de l'État par un organisme conventionné et qui se sont soustraits à cet hébergement ensuite pour précisément passer dans une situation où ils ne sont pas détectables. C'est ça la réalité. Et donc, c'est bien en effet représentatif d'un risque de fuite objectif. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix l'amendement 12 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous allons examiner 2 amendements en discussion commune. L'amendement 25 rectifié. Madame Coste? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, comme l'amendement 9, cet amendement vise à mieux prendre en compte la menace qui pèse sur certains demandeurs d'asile du fait de leur exposition à des réseaux de criminalité et de tenir compte de ce facteur en cas de disparition soudaine de certains d'entre eux. Il peut s'agir pour eux d'échapper à l'exploitation de tels réseaux plutôt qu'à la décision de transfert vers l'État responsable de leur demande d'asile. Eh bien, Madame Coste, vous défendez également l'amendement 13 rectifié qui est en discussion commune avec le précédent.
C'est un amendement. Excusez-moi, c'est un amendement. Bon, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. C'est un amendement rédactionnel. Merci, Madame Coste. Quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements? Oui, Madame le Président, l'avis de la Commission sur l'amendement 25 est un avis défavorable, mais ce sont les mêmes explications que tout à l'heure sur l'amendement numéro 9. En revanche, sur l'amendement numéro 13, c'est un avis favorable de la Commission, puisqu'effectivement, il permet de mieux prendre en compte les motifs légitimes justifiant qu'un demandeur d'asile ait quitté son logement. Donc la rédaction qui est proposée est tout à fait est très bien. Donc avis favorable pour l'amendement numéro 13. Monsieur le ministre, pour l'avis du gouvernement. Défavorable à l'amendement 25 pour les raisons expliquées tout à l'heure et favorable à l'amendement rédactionnel numéro 13. Madame Coste, vous maintenez le 25 rectifié? Non, je retire le 25 Il est retiré. Par conséquent, je vais mettre aux voix le 13 rectifié avec... Pardonnez-moi, Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bien entendu, nous soutiendrons, mais je voudrais aussi réagir à ma supposée non-compréhension ou vision de la réalité qui a été évoquée tout à l'heure. J'ai eu pourtant le sentiment que l'exposé que M. Alain Richard nous donnait était plutôt une vision assez idyllique de la demande d'asile en France. C'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Combien de temps avant de pouvoir demander de pouvoir avoir un rendez-vous en préfecture? Est-ce que c'est conforme au règlement européen? Est-ce que l'ensemble des demandeurs d'asile Monsieur Lecomte, il m'aurait été agréable voilà que votre explication de vote porte sur l'amendement en question. Voilà la réalité aujourd'hui, donc je ne peux pas accepter qu'on me dise que je n'ai pas une vision complète. Je n'en ai probablement pas une, mais c'est certainement pas Alain Richard qui, sur la base de ça, alors qu'il propose finalement que une vision idyllique finalement de ce qui se passe en France aujourd'hui, qui est très loin de la réalité malheureusement. S'il n'y a plus d'autres explications de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 13 rectifié avec 2 avis favorables. Qui est pour l'adoption de cet amendement? Qui est contre? Il est adopté. Nous examinons à présent l'amendement 7 rectifié qui est défendu par Madame Coste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Il s'agit ici d'un amendement rédactionnel. Merci. Avis de la Commission? Favorable, Madame la Présidente. Avis du gouvernement? Favorable. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix l'amendement 7 rectifié avec 2 avis favorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Nous examinons l'amendement numéro 24 rectifié. Madame Coste, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Selon le même raisonnement que celui appliqué aux amendements 8 et 10, nous proposons de mieux distinguer les procédures applicables aux étrangers de droit commun des procédures applicables aux demandeurs d'asile. Madame Coste, quel est l'avis de la Commission? Oui, sur l'amendement 24, c'est un avis défavorable puisqu'il supprimerait un critère de placement en rétention d'un migrant sous statut Dublin. Et il concerne plus particulièrement ceux qui se seraient soustraits aux contraintes d'une obligation de quitter le territoire national ou d'une assignation à résidence. Monsieur le ministre, pour l'avis du gouvernement. Oui, évidemment, le fait pour un étranger de ne pas respecter les obligations de son assignation à résidence est bien caractéristique d'une volonté de fuite. Je veux dire, autrement, il resterait dans son assignation à résidence. Avis défavorable. Madame Coste, vous maintenez cet amendement? Non, je retire cet amendement. Cet amendement numéro 24 rectifié est retiré. Nous examinons l'amendement 14 rectifié, toujours Madame Coste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Il s'agit ici d'un amendement de précision. Merci. Quel est l'avis de la Commission? Oui, c'est un avis. Sur l'amendement numéro 14, c'est un avis défavorable de la Commission, voire une demande de retrait en premier, puisque le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit la possibilité pour la préfecture de placer en rétention un étranger sous statut Dublin ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer au règlement Dublin III. Et l'amendement en question propose de rajouter un adverbe en disant spontanément. Donc c'est un peu imprécis, avis défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement.
Oui, je dirais étonnamment spontanément. Donc, j'ai un avis défavorable. Madame Coste, vous le retirez? Spontanément, je le retire. Merci Madame Coste. Le 14 rectifié retiré. Nous examinons le 20 rectifié. Toujours Madame Coste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Comme nous le savons, la situation des mineurs étrangers sur notre sol est très préoccupante, y compris dans les familles demandant l'asile. Dans son rapport d'activité de 2016, celui de 2017 n'ayant pas encore été publié, le CGLPL insistait sur l'augmentation de la population mineure en rétention. Entre 2014 et 2015, le nombre de mineurs placés en rétention administrative avec leurs parents était passé de 45 à 105, ce qui représente une augmentation supérieure à 133%. La situation est encore plus préoccupante dans les LRA, les locaux de rétention administrative. Comme le souligne l'article 3 de ce texte, les centres de rétention administrative sont des lieux où l'on croise des individus au parcours très varié, demandeurs d'asile, mais également étrangers expulsés à des fins d'ordre public. La police aux frontières, qui encadre les centres de rétention administrative, n'est pas spécifiquement formée à l'accueil de si jeunes publics et de familles. Comme l'a également souligné le CGLPL dans son récent rapport consacré au personnel des lieux de privation des libertés, dans les centres de rétention administrative, l'administration comme les organisations professionnelles soulignent un décalage important entre les missions de police liées aux fonctions judiciaires ou de sécurité publique, principalement mises en avant au cours de la formation initiale, et les missions en centre de rétention administrative. De ce point de vue, le fait d'avoir à priver de liberté des personnes qui ne sont pas délinquantes, parfois même des enfants, est un poids psychologique que plusieurs interlocuteurs du CGLPL ont souligné. À cette difficulté de principe s'ajoute celle qui consiste à placer en environnement clos des fonctionnaires qui ont parfois choisi le métier de policier pour la liberté de mouvement qu'il confère. La fonction de surveillance elle-même peut alors être regardée comme aliénant la liberté de celui qui l'exerce. Le règlement de Dublin III fait lui-même expressément référence à la Convention internationale des droits de l'enfant et au respect de la vie familiale des demandeurs d'asile au paragraphe 13 et suivant. C'est pourquoi nous souhaiterions que leur placement en rétention des mineurs soit limité à un délai très court, explicitement prévu par la loi. Tel est l'objet de cet amendement. Quel est l'avis de la Commission ? Oui, Madame le Président, c'est un avis défavorable. D'abord, une demande de retrait ou un avis défavorable. Bon, le sujet est important, mais l'objet de l'amendement, je le rappelle, c'est de limiter à 24 heures la durée maximale de placement en rétention des étrangers accompagnés de mineurs et des mineurs qui les accompagnent. Je rappelle que la loi de 2016 relative aux droits des étrangers a fait de la rétention des personnes accompagnées de mineurs une mesure exceptionnelle, limitée à certains cas, notamment à celui des familles qui se sont soustraites systématiquement aux mesures d'éloignement. Plusieurs garanties, d'ailleurs, il faut le rappeler, ont été expressément inscrites dans les textes pour que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours, évidemment, concrètement pris en considération. En particulier, la durée du placement en rétention doit être la plus brève possible, et ce, sous le contrôle du juge. Fixer dans la loi un délai paraît donc peu opportun à ce stade. Cependant, je voudrais rappeler que la rétention des mineurs accompagnant leur famille est un sujet qui est évidemment humainement complexe, dépasse aussi quand même l'objet de notre propre texte, et qu'on aura l'occasion sans doute d'y revenir en expertisant les choses de façon plus approfondie à l'occasion du prochain texte qui viendra devant le Parlement ce printemps. C'est la raison pour laquelle je vous demande un retrait, à défaut d'un avis défavorable. Merci. Quel est l'avis du gouvernement ? Même avis défavorable. En effet, le texte que nous vous présentons, la proposition de loi, mentionne très explicitement que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du premier bis du 1 de l'article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable. Mais évidemment, il faut que l'on puisse pouvoir examiner qui est responsable et donc qu'on puisse le déterminer. Madame, je vous remercie d'ailleurs de vous préoccuper de la santé et du bien-être des policiers qui deviendraient un peu neurasthéniques à rester en CRA. Nous allons créer beaucoup de places dans la PAF de manière à pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse effectivement assumer ces tâches qui sont nécessaires pour l'État. Madame Coste, est-ce que vous retirez cet amendement ? Je le maintiens.
Maintenez. Monsieur Assouline pour explication de vote. Oui, j'en profite, Madame, Monsieur le ministre. Vendredi dernier, j'ai été visiter 2 centres de rétention, celui de Vincennes, important, et celui du Mesnil-Amelot. Et pour que chacun, et vous, Monsieur le ministre, vous le savez probablement, se rende compte de quoi l'on parle, parce que là il s'agit d'enfants, mais la loi c'est sur les Dublinés. Je suis arrivé et je suis tombé tout d'abord, parce que je vais voir les retenues, sur quelqu'un dont le médecin depuis 15 jours avait constaté qu'il n'avait rien à faire là pour son état psychique. Et j'ai pu constater que tous les retenus avaient peur de lui et qu'il était un danger pour tout le monde. Ça faisait 15 jours. Il était là. Parce que maintenant, c'est le médecin de l'OFI qui doit dire, celui qui ne voit pas les retenus, puisque c'est le médecin du centre qui l'a vu, qui l'a dit. Mais ça continuait. Ensuite, je suis tombé sur 2 autres qui étaient là en France depuis 15 ou 17 ans. Ils étaient arrivés à l'âge de 2 ans ou 5 ans. L'un avait 2 enfants, l'autre 3. Ils se retrouvaient là, c'était tombé sur eux, ils avaient mal renouvelé leurs papiers, mais enfin, ils travaillaient ou avaient travaillé. Ce n'étaient pas les populations que vous imaginez, ce sont des gens qui ont grandi et fait famille en France, en centre de rétention. Un autre a été attrapé la veille de son opération de l'hernie. Et ça faisait déjà 1 semaine et que ça pouvait dégénérer, puisque si on nous l'avait dit qu'il devait être opéré, c'était grave. Une promiscuité incroyable de gens qui se demandent ce qu'ils font là, probablement de gens qui ont commis des actes de délinquance. Je ne suis pas tombé dessus, mais je ne suis pas un ange et je sais très bien que ça peut avoir lieu, mais tout cela comme ça. Donc, je veux vous dire que c'est dans ces centres que l'on peut rester 45 jours et que la prochaine loi prévoit 90 jours. Et peut-être, et je veux finir, et je vous interpelle là-dessus, je vous interpelle. J'avais été informé que des Dublinés, avant que cette loi soit adoptée, arrivaient à 18h le soir dans ce centre et étaient mis dans les avions à 9h du matin. Donc on contournait la loi parce que c'était la nuit et que personne ne pouvait le voir. J'ai interpellé le chef du centre, fort charmant et très dévoué à la République, et il m'a confirmé que c'était le cas dans les 2 centres. J'ai posé la question. Et donc, j'ai constaté une illégalité. Donc, je vous pose la question et je relis le débat sur cette loi. Je comprends mieux pourquoi 90 jours, parce que si en plus les Dublinés, on va les y mettre, et que ça va s'engorger, et que les conditions sanitaires de personnel et même du budget... Il va falloir conclure, chers collègues. Je vais conclure, je reprendrai la parole tout à l'heure pour aller un peu plus loin, mais en tous les cas, au budget n'a pas été prévu les moyens pour accueillir dignement ceux que l'on met en centre de rétention. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix l'amendement 20 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous allons examiner l'amendement 22 rectifié. Madame Coste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, actuellement, le contrôleur général des lieux de privation des libertés n'a pas la compétence de s'opposer à ce que des familles soient placées dans les centres de rétention inadaptés, quand bien même il constaterait des défauts majeurs à l'accueil d'enfants. Il a simplement le pouvoir d'informer le gouvernement de ces défauts. Dans le cas spécifique des centres de rétention administrative, compte tenu du faible nombre de places, une application stricte de la présente proposition de loi pourrait donner lieu à une surpopulation, rendant difficile la protection des mineurs et des familles au sein de ces centres. Afin de leur assurer une meilleure protection, il est donc proposé de mettre au CGLPL d'habiliter a priori les centres de rétention administrative et les LRA aptes à recevoir des mineurs, dans ce cas bien précis uniquement. Je vous remercie. Et quel est l'avis de la Commission? Oui, c'est un avis défavorable, Madame le Président. Je voudrais rappeler peut-être à l'ensemble des collègues que l'objectif de l'amendement est donc de donner
au contrôleur général des lieux de privation de liberté un pouvoir de déterminer les centres de rétention administrative habilités à recevoir les familles. Simplement, à ce stade, la liste des centres de rétention est actuellement d'abord fixée par le pouvoir réglementaire. Ces centres doivent disposer de lieux d'hébergement séparés, de chambres spécialement équipées, de matériel de puériculture adapté. Il en existe en réalité aujourd'hui 11, dont la liste a été d'ailleurs actualisée en 2016. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, vous le savez tous, ici, dispose déjà de moyens de contrôle, évidemment, de ces centres, habilités à recevoir des familles. Il possède de larges pouvoirs de contrôle, nous le savons, de conseil, publie régulièrement des rapports, des avis et des recommandations. Et là, lui donner le pouvoir de décider, de déterminer, paraît apparu à la Commission comme étant aller au-delà des missions qui sont les siennes et qu'il doit donc, ce pouvoir doit rester à l'État et à personne d'autre. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Simplement une petite précision pour montrer que, contrairement à ce qui a pu être dit, dans ces centres de rétention, il n'y a pas des conditions de vie qui soient totalement inhumaines. Je rappelle que dans les centres de détention, le coût de fonctionnement de ces centres est de 30 millions et qu'aujourd'hui, nous en consacrons 8 pour les problèmes de santé, pour la prise en charge des problèmes de santé de ceux qui sont placés en centre de rétention. Madame Coste, vous maintenez cet amendement. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix l'amendement 22 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous examinons à présent l'amendement 21 rectifié. Madame Coste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Le placement en rétention fait aujourd'hui l'objet de nombreuses bases légales aux délais variables. Dans sa version actuelle, le premier paragraphe de l'article L551-1 du CESEDA prévoit explicitement que les personnes placées en rétention en vue d'un transfert vers un État membre responsable de leur demande d'asile le sont pour une durée de 48 heures. Dans son rapport, le rapporteur Buffet a montré que les demandeurs d'asile y sont en réalité placés pour des durées bien plus longues, du fait de l'accumulation de décisions de rétention administrative contre eux. De notre point de vue, conformément à notre attachement aux règles de l'État de droit et aux principes fondamentaux de notre droit pénal, en plusieurs aspects proches du droit de la rétention des étrangers, il nous paraît essentiel que les personnes visées par des mesures de placement en rétention puissent être informées a priori de la durée maximale de cette rétention. Quel est l'avis de la Commission? Oui, Madame la Présidente, c'est un avis défavorable, puisque l'objectif de l'amendement est que la durée de placement en rétention soit mentionnée dans une décision notifiée. Or, je rappelle comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, après la première décision de placement, s'ajouterait désormais une seconde décision qui fixerait la durée de la rétention. Or, ça paraît en réalité extrêmement compliqué d'un point de vue pratique. D'abord, il est contraire au régime actuel de la rétention, la loi fixant une durée maximale qui elle-même peut être écourtée par la saisine du juge ou par le juge des libertés lui-même. Il est très compliqué, voire pour ne pas dire impraticable, de déterminer à l'avance le temps que va durer le maintien en rétention de la personne compte tenu des investigations qu'il y a à faire sur sa situation. Et puis on rajoute clairement une complexité dans la procédure et aussi, ne nous cachons pas complètement, des moyens de recours et encore des difficultés. Moi, je voudrais quand même redire ce qui se passe aujourd'hui lorsque quelqu'un est placé en rétention pour vous donner les délais, avoir les délais en tête. Après 48 heures de rétention, le JLD, le juge des libertés, est saisi aux fins de prolongation de la rétention, après 48 heures. Ensuite, il doit statuer dans un délai de 24 heures. Et il est de nouveau saisi au 30e jour de la rétention, qu'il peut prolonger de 15 jours maximum. Voilà comment les choses aujourd'hui se passent. Et donc, la Commission a émis un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement? Avis défavorable pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Dans le texte, il est déjà indiqué que la durée de rétention doit être la moins élevée possible. Et donc, ce serait déjà dans les textes. Vouloir indiquer à l'avance combien effectivement de temps restera l'étranger, le temps qu'on puisse aboutir aux démarches qui visent à l'éloignement. Madame Coste, vous maintenez votre amendement?
Vous le maintenez. Pour explication de vote, Monsieur Assouline, pour 2 minutes 30. Oui, mais sur cette question de la durée, ce débat peut quand même permettre à la marge, puisqu'il y a un temps contraint, de nous apporter des éclaircissements, pour y compris qu'on réagisse à des choses réelles. À ma connaissance, sur les centres que j'ai visités, la durée moyenne de rétention sur l'ensemble des retenus, c'est une masse importante, puisque à ce moment-là, il y en avait 140, mais ça peut monter à plus haut, était entre 12 et 17 jours. C'est la moyenne. La durée maximum est 45 jours. Et l'on prévoit 90 jours. Je ne sais pas pourquoi. Je peux imaginer que si ça a une valeur effective, c'est-à-dire que c'est analysé et que c'est proposé pour être utile, c'est qu'on s'attend à avoir du monde qu'on pourra garder plus de 45 jours parce que les démarches nécessiteront plus de 45 jours. Mais aujourd'hui, la durée moyenne, c'est 16 jours. Et les spécialistes nous disent que la grande majorité, au bout de 6 jours, on sait s'ils vont pouvoir être dirigés vers un pays ou si, de toute façon, on ne pourra pas, et que donc ensuite, le reste de la rétention est formel. Ça peut être 10, ça peut être 12, ça peut être 30, mais ça n'avancera pas puisque le consulat en question n'aura pas donné l'autorisation de l'évacuer sur ce pays. Et donc, tout cela apparaît assez quand même incohérent. Et si vous pouvez, Monsieur le ministre, m'informer plus que tout à l'heure sur les questions de santé, parce que je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de budget consacré à la santé, j'ai juste dit qu'il y avait des cas de santé qui n'avaient rien à faire dans un centre de rétention et que cette promiscuité n'était pas bonne pour les conditions humaines d'accueil dans ces centres. Merci. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 21 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous examinons à présent l'amendement 23 rectifié. Madame Coste, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, dans la continuité de ce que je viens de dire à propos des mineurs accompagnés, il est proposé de prévoir explicitement dans le texte que des mineurs ne peuvent être placés seuls dans des centres de rétention administrative compte tenu de leur vulnérabilité. Il s'agit d'une exigence spécifique qui découle du paragraphe 13 du Dublin III, qui a fait l'objet d'un accord entre tous les États membres en 2013. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de la vie du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient en outre de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés en raison de leur vulnérabilité particulière. Où figurent ces garanties spécifiques dans le texte que nous sommes en train d'analyser? Je vous remercie. Et quel est l'avis de la Commission? C'est un avis défavorable, mais je serais plutôt, ma chère collègue, pour vous demander le retrait, parce que c'est déjà le droit positif. Nous ne plaçons pas les mineurs en rétention. Les choses sont claires. Un étranger mineur ne peut faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire national, donc pas de QTF, ni d'une mesure d'expulsion. Dès lors, un mineur non accompagné ne peut, par principe, être placé seul en rétention. Donc je pense que le droit positif, qui n'est pas ce texte-là, c'est un article du CESEDA qui le prévoit dans le cadre de ces 2 dispositions, interdit le placement d'un mineur seul en rétention. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande plutôt le retrait, parce que ça me paraît plus adapté. Merci. Je retire. Je vais quand même donner la parole à Monsieur le Ministre pour l'avis du gouvernement. Même avis, c'est déjà effectivement dans le CESEDA. Madame Coste, vous venez d'exprimer votre demande de retrait. Oui. Je vous remercie. Donc l'amendement 23 rectifié est retiré. Et enfin, pour terminer sur cet article, l'amendement 11 rectifié, défendu par Madame Coste.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cet amendement est dans le même esprit que l'amendement 5. Il vise à ne permettre le placement en rétention qu'une fois la détermination de l'État responsable aboutie. Le paragraphe numéro 20 du règlement de Dublin III et son article 28 précisent expressément que le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu'il demande une protection internationale. Or, les critères finalement retenus par la proposition de loi pour établir le risque non négligeable de fuite sont si vastes qu'ils pourraient concerner un très grand nombre de personnes. Comme l'a démontré M. Buffet dans son rapport, en citant la Commission, les failles de Dublin sont en premier lieu imputables aux stratégies non coopératives des États membres, qui ne procèdent pas au relevé d'empreintes digitales ou qui distillent des indications et des informations incomplètes à ces personnes. Le phénomène de fuite des demandeurs d'asile concernés par une procédure de transfert, par ailleurs très peu documentée, ne représente qu'un aspect marginal des difficultés que rencontrent nos services à faire appliquer le règlement Dublin III. De ce point de vue, la solution proposée par cette proposition de loi n'aura que peu d'impact sur la mise en œuvre totale des procédures de transfert. Il est clair que les États membres peu enclins à honorer leurs responsabilités vis-à-vis d'un demandeur d'asile auront la tentation de retarder leur réponse à la France, ce qui aura pour conséquence d'étendre la durée du placement en rétention. C'est pourquoi il est proposé de maintenir le placement en rétention dans son état actuel afin de ne pas allonger un peu plus encore les délais d'encadrement des personnes concernées. Quel est l'avis de la Commission ? C'est un avis défavorable et j'allais dire par cohérence avec les explications que j'ai données tout à l'heure à l'amendement numéro 5, avis défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Défavorable, nous avons déjà eu le débat. Madame Coste, vous maintenez cet amendement? Je le maintiens. Madame Benbassa, pour explication de vote, je vous en prie. La Présidente, je suis étonnée de constater avec quelle facilité, n'est-ce pas, dans un hémicycle quasi vide, nombre d'entre nous acquiescent placidement à ce texte indigne. Je tiens à rappeler qu'à la veille des élections régionales, je m'étais rendue au CRA de Paris-Vincennes et que j'ai trouvé qu'il était rempli de réfugiés syriens. Et à l'époque, il y avait encore de ces réfugiés syriens qui se dirigeaient vers Calais. Et c'était pour vider Calais, c'était quand même une stratégie politique, c'était pour vider Calais qu'on les avait mis dans les CRA. D'ailleurs, Madame Hazan, défenseur des lieux de privation de liberté, avait fait un rapport sur cette question. Et Monsieur le ministre, votre prédécesseur, Monsieur Cazeneuve, avait nié cette réalité ici lors d'un débat sur c'était, je crois, si ma mémoire est bonne, une question au gouvernement, ce qui m'a valu à l'époque d'être insultée en public. Merci. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 11 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Avant de mettre aux voix l'article 1er, y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Assouline. Oui, je suis tenace. J'ai posé des questions, je suis parlementaire, j'ai la chance de pouvoir les poser au ministre directement. Et on peut me dire, je ne veux pas vous répondre, mais ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien. J'ai quand même pas posé une question anodine sur le fait que j'ai pu constater qu'il y avait des Dublinés qui passaient par les centres de rétention alors que nous sommes en train de discuter de la loi qui va autoriser cela parce que ce n'est pas légal aujourd'hui. Donc je constate comme parlementaire qu'il y a une pratique illégale où on me dit vous n'avez pas constaté, vous n'avez pas vu, c'est un mensonge, où on justifie que ça ait lieu dans des conditions particulières, on me dit quelque chose, mais c'est très important que quand la loi sera proclamée, voilà, c'est la loi de la République, mais c'est quand même
très grave ce que je soulève, et c'est confirmé et c'est de notoriété publique, mais moi je voulais le constater de mes yeux. Donc je repose la question au ministre avec toute la déférence que je lui dois, mais en même temps avec toute l'exigence et le respect que je lui demande en répondant à ma question. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix l'article 1er qui est pour l'adoption. Qui est contre? L'article 1er est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen, qui est pour son adoption. Qui est contre? Eh bien, la proposition de loi est adoptée. Voilà donc pour l'adoption par les sénateurs de cette proposition de loi qui facilite le placement en rétention des demandeurs d'asile dublinés, c'est-à-dire qui relèvent en fait d'un autre pays européen. Un texte adopté malgré les critiques de l'opposition qui dénonce un texte inique adopté par l'Assemblée nationale en décembre dernier. Cette proposition de loi vise à lever les obstacles posés par la Cour de cassation qui a estimé illégal en septembre dernier le placement en rétention des étrangers sous procédure Dublin en l'absence de définition précise du risque de fuite dans la loi. Il s'agit donc de combler un vide juridique en définissant ce risque de fuite. C'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.